En août, l'Algérie a rompu ses relations avec le Maroc, accusant son voisin de diverses transgressions, certaines fondées, d'autres plus discutables. Cet événement n'est que le dernier chapitre d'une des rivalités les plus destructrices au monde. Il y a 60 ans, l'Algérie et le Maroc semblaient prêts à écrire ensemble une nouvelle page de l'Afrique indépendante. Mais au lieu de cela, ils se sont enlisés dans une compétition acharnée. Leur frontière commune est fermée depuis 1994 et des dizaines de milliards de dollars ont été dépensés en armement pour tenter de s'imposer l'une sur l'autre. Pourtant, aucune n'a pris l'ascendant, ni renoncé à ses anciennes rancunes. Aujourd'hui, les tensions montent encore. Fermeture des espaces aériens, blocage des pipelines énergétiques et renforcement militaire aux frontières. Bien que le conflit puisse sembler inévitable, il est crucial de se rappeler que le recours à la violence reste un choix et non une fatalité. Bienvenue sur Monde Géographie. Préparez-vous à plonger au cœur de l'un des conflits les plus complexes et persistants de notre époque. À première vue, le Maroc et l'Algérie semblent presque indiscernables en termes d'identité nationale. Ils occupent le même coin de l'Afrique du Nord et possèdent des populations de taille comparable. Les deux pays affichent des performances similaires dans les indices économiques et partagent de fortes influences culturelles et historiques arabes, berbères, musulmanes et françaises. Dans les années 1960, il était envisageable de les voir collaborer pour la prospérité de la région. Cependant, au lieu de coopérer, leurs trajectoires de développement se sont orientées vers des idéologies remarquablement différentes, menant à des conflits plutôt qu'à une collaboration. Les origines de la rivalité maroco-algérienne remontent à l'ère coloniale. Lorsque les Français ont conquis l'Algérie en 1830, le Maroc a fomenté une rébellion contre l'occupation. Une décennie plus tard, la France a riposté en écrasant l'armée marocaine et en annexant des parties des territoires marocains près de la frontière algérienne. Ces régions, désormais connues sous le nom de Béchar et Tindouf, sont devenues des territoires français plutôt qu'algériens. Toutefois, les Français n'ayant aucune utilité immédiate pour ces zones n'ont jamais délimité clairement les frontières. Dans les années 1950, après la découverte de métaux précieux et de minerais dans ces provinces, la France a transféré ces territoires à la souveraineté algérienne, semant les graines d'un conflit territorial durable entre les deux nations. Des années plus tard, en 1957, la France a proposé de restituer les provinces au Maroc si Rabat acceptait de former une administration conjointe pour exploiter les minéraux récemment découverts. Le Maroc a rejeté cette offre, car à l'époque, le mouvement d'indépendance algérien était en pleine effervescence et les Marocains ne voyaient pas l'intérêt de s'accommoder avec la France. Au lieu de cela, les dirigeants marocains ont conclu un accord avec le gouvernement provisoire algérien pour régler les différends territoriaux une fois que l'Algérie aurait obtenu sa souveraineté. Cependant, après avoir accédé à l'indépendance en 1962, la direction algérienne a changé d'avis. Trop de vies avaient été sacrifiées et l'Algérie n'était pas en état de faire des concessions territoriales. Les législateurs marocains et algériens sont sortis des pourparlers avec un sentiment mutuel de méfiance et d'hostilité. Un an plus tard, les tensions ont dégénéré en un conflit armé, connu sous le nom de guerre des sables. Bien que le différend frontalier ait été ultérieurement réglé, les relations entre le Maroc et l'Algérie ne se sont jamais normalisées, et franchement, elles ne pouvaient pas. La monarchie marocaine a fourni à la nation un sens de continuité historique et de stabilité. Contrairement à la plupart des monarchies arabes durant la guerre froide, le Maroc s'est aligné avec les États-Unis. Pendant ce temps, l'Algérie, marquée par sa lutte anticoloniale, a vu environ 1,5 million de personnes périr durant la guerre d'indépendance. À la fin de ce carnage, l'Algérie est sortie avec un sentiment d'urgence et une volonté ardente de reconstruire le pays. Elle a développé un zèle révolutionnaire teinté de nationalisme et de socialisme, l'orientant naturellement vers l'Union soviétique. Ainsi, les décideurs politiques à Rabat et à Alger se sont alignés sur des champs opposés pendant la guerre froide, exacerbant la méfiance et les divergences idéologiques entre les deux nations. Les puissances étrangères ont joué un rôle significatif et parfois déterminant dans le conflit entre l'Algérie et le Maroc, transformant cette rivalité régionale en une partie d'échec géopolitique à grande échelle. Les États-Unis et la Russie, par exemple, ont souvent utilisé le Maroc et l'Algérie comme pions dans leur stratégie globale, en particulier pendant la guerre froide. Pendant cette période, le Maroc s'étant aligné avec les États-Unis et les puissances occidentales, bénéficiait d'une aide militaire et économique en échange de son soutien stratégique contre l'influence soviétique en Afrique du Nord.
Les États-Unis ont fourni au Maroc des armes, une formation militaire et un soutien diplomatique, renforçant ainsi la position du pays dans la région. Ce partenariat a également permis au Maroc de se positionner comme un bastion de stabilité pro-occidentale, attirant des investissements et des accords commerciaux avec les pays occidentaux. De l'autre côté, l'Algérie a cultivé des relations étroites avec l'Union soviétique, adoptant une politique de non-alignement tout en recevant un soutien massif de Moscou. La coopération avec l'Union soviétique a inclus des accords militaires, économiques et culturels. L'Algérie a obtenu des armes sophistiquées, une aide technique et des conseils militaires, consolidant sa posture anti-impérialiste et son rôle de leader dans le mouvement des non-alignés. Cette relation a également influencé l'orientation économique et sociale de l'Algérie, avec des politiques inspirées du modèle soviétique. La France, ayant des liens historiques complexes avec les deux pays, a également tenté d'influencer le déroulement des événements. L'héritage colonial de la France en Algérie, marqué par une guerre d'indépendance particulièrement violente, a laissé des cicatrices profondes et une relation ambivalente. Cependant, la France a maintenu des relations étroites avec le Maroc, un pays avec lequel elle partage des liens économiques, culturels et politiques solides. Cette dualité a parfois compliqué la position française, car elle tentait de naviguer entre ses intérêts économiques au Maroc et les dynamiques politiques en Algérie. L'ingérence extérieure ne s'est pas arrêtée à la guerre froide. Après la chute de l'Union soviétique, la Russie a cherché à maintenir son influence en Algérie, en modernisant les accords de défense et en concluant de nouveaux contrats d'armement. Les États-Unis, quant à eux, ont continué à renforcer leurs liens avec le Maroc, surtout après les attentats du 11 septembre 2001 dans le cadre de la lutte mondiale contre le terrorisme. Le Maroc est devenu un allié clé dans la région pour les opérations antiterroristes et la coopération en matière de renseignement. Par ailleurs, d'autres puissances telles que la Chine, l'Arabie saoudite et les pays de l'Union européenne ont également joué des rôles importants. La Chine, avec ses ambitions économiques globales, a investi dans les infrastructures en Algérie et au Maroc, cherchant à sécuriser des partenariats économiques stratégiques. L'Arabie saoudite, avec ses intérêts religieux et politiques, a soutenu les initiatives de médiation tout en cherchant à renforcer son influence dans le Maghreb. En bref, l'influence des puissances étrangères a ajouté des couches de complexité au conflit entre l'Algérie et le Maroc, rendant les dynamiques locales indissociables des enjeux géopolitiques globaux. Cette dimension internationale a souvent exacerbé les tensions et rendu les efforts de résolution encore plus ardus. Puis, en 1975, un événement majeur est venu bouleverser l'équilibre régional. L'Espagne a abandonné le Sahara occidental, une région de la taille du Royaume-Uni située au sud du Maroc. Ce retrait est survenu après une longue bataille juridique aux Nations Unies et après que quelques 350 000 civils marocains non armés aient traversé le Sahara occidental lors de la Marche verte. Face à cette pression, les décideurs politiques espagnols, ne souhaitant pas s'engager dans un conflit, ont cédé le territoire au Maroc. Cependant, dans ce processus, personne n'a pris la peine de consulter les Sahraouis locaux sur leur avenir. Cette omission a laissé un profond sentiment d'injustice parmi les Sahraouis et a jeté les bases d'un nouveau conflit dans la région. Le conflit entre l'Algérie et le Maroc a attiré l'attention de nombreuses organisations internationales. Les Nations Unies ont tenté à plusieurs reprises de faciliter des négociations entre les deux pays, notamment par le biais de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, MINURSO. L'Union africaine, bien que souvent perçue comme favorisant l'Algérie, a également proposé des solutions pour apaiser les tensions. Malgré ces efforts, les différends restent profondément enracinés, rendant les solutions internationales difficiles à mettre en œuvre. Pour l'Algérie, le contrôle du Sahara occidental signifiait un accès stratégique à l'océan Atlantique et un corridor alternatif contournant le détroit de Gibraltar. Le Sahara occidental représentait ainsi un atout géopolitique crucial pour les ambitions de domination régionale de l'Algérie. C'était un prix suffisamment précieux pour justifier un conflit. Immédiatement après l'annexion du Sahara occidental par le Maroc, l'Algérie s'est alignée avec les milices sahraouies locales, menant à un long conflit par procuration. Les groupes sahraouis, dirigés par le Front Polisario, ont opéré depuis le territoire algérien, lançant périodiquement des attaques contre le Maroc. Après près de 2 décennies de combats, le Maroc a réussi à contrôler environ 85% du Sahara occidental. En 1991, un cessez-le-feu a mis fin aux hostilités. Depuis lors, une paix précaire a été maintenue, mais le différend territorial a empoisonné toutes les relations entre le Maroc et l'Algérie.
alimentant une méfiance et une hostilité persistantes entre les deux nations. Les conséquences humanitaires du conflit entre l'Algérie et le Maroc sont significatives et se manifestent de plusieurs manières. L'une des plus visibles est la situation des réfugiés sahraouis. Depuis des décennies, des milliers de Sahraouis vivent dans des camps de réfugiés en Algérie, principalement à Tindouf, où les conditions de vie sont souvent précaires. Ces camps, initialement conçus pour être temporaires, sont souvent des établissements permanents pour de nombreuses familles sahraouis. Les infrastructures de base, telles que l'eau potable, les soins de santé et l'éducation, sont limitées, ce qui rend la vie quotidienne extrêmement difficile pour les résidents. Dans les années 1990, l'Algérie a sombré dans une guerre civile sanglante contre les groupes islamistes. Alger a accusé Rabat de soutenir les milices rebelles, ce qui a conduit à la fermeture de la frontière en représailles. Bien que plusieurs tentatives timides de normalisation aient été entreprises depuis, la frontière est restée fermée depuis 1994. Cette situation a isolé deux des économies les plus dynamiques d'Afrique, entraînant des pertes économiques considérables pour les deux pays. Pire encore, cette hostilité mutuelle a plongé le Maroc et l'Algérie dans une coûteuse course aux armements, absorbant des ressources précieuses qui auraient pu être investies dans le développement économique et social. La fermeture des frontières entre l'Algérie et le Maroc depuis 1994 a également eu un impact dévastateur sur les populations des régions frontalières. Cette fermeture a non seulement séparé des familles et des communautés qui étaient autrefois proches, mais elle a également interrompu les échanges économiques et commerciaux qui étaient essentiels à leur subsistance. Les marchés locaux, qui dépendaient autrefois des échanges transfrontaliers, ont souffert, entraînant une hausse du chômage et de la pauvreté. La militarisation de la frontière a introduit un autre niveau de difficulté. La présence accrue de forces militaires des deux côtés a créé une atmosphère de peur et de suspicion parmi les habitants locaux. Des incidents de harcèlement, d'arrestations arbitraires et de violences liées à des conflits frontaliers sont devenus plus fréquents. Les zones frontalières, autrefois des lieux de vie et de commerce, sont devenues des zones de tension et de danger. De plus, les déplacements forcés et l'instabilité ont perturbé les modes de vie traditionnels. Par exemple, les communautés nomades qui traversaient historiquement ces régions pour le pâturage et le commerce se retrouvent désormais limitées dans leurs mouvements. Cela a eu un impact direct sur leur culture, leurs traditions et leur économie de subsistance. L'accès limité aux ressources et aux opportunités économiques est un autre facteur majeur exacerbant la pauvreté et l'instabilité. Les habitants des régions touchées ont souvent un accès restreint aux services essentiels tels que l'éducation et les soins de santé. Les jeunes en particulier se trouvent sans perspective d'avenir, alimentant la frustration et le désespoir. Cette situation crée un terreau fertile pour l'extrémisme et la criminalité, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à la situation sécuritaire déjà volatile. En somme, le conflit entre l'Algérie et le Maroc ne se limite pas aux disputes territoriales et politiques. Il a des répercussions profondes et durables sur les populations locales, affectant chaque aspect de leur vie quotidienne et compromettant leur avenir. Le matériel militaire que le Maroc et l'Algérie ont acquis dépasse largement ce dont ils ont besoin pour sécuriser leur arrière-pays respectifs. L'objectif principal est de surpasser l'autre. Chaque ressource dépensée pour l'achat d'armes est de l'argent non investi dans la construction de routes, de chemins de fer, d'écoles et d'hôpitaux. Chaque zone de conflit rendue inutilisable réduit la disponibilité des terres pour les parcs industriels et les terrains agricoles. Il est évident que la course aux armements entre l'Algérie et le Maroc est non seulement coûteuse, mais aussi autodestructrice. Ces dernières années, les troubles en Libye, la menace des djihadistes au Sahel, la chute des prix du pétrole et les restrictions liées au Covid ont lourdement pesé sur les ressources des deux pays. Pourtant, les dépenses militaires ont continué de croître, exacerbant les tensions internes et externes des deux côtés. À Rabat, les dirigeants ont pris des mesures pour améliorer les relations avec Israël, ce qui a conduit les États-Unis à reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Pendant ce temps, à Alger, l'oligarchie vieillissante au pouvoir se débat avec un mouvement de protestation déterminé qui a débuté en 2019. Le président Abdelaziz Bouteflika, qui a régné pendant plus de 20 ans, a démissionné, mais les élections suivantes ont connu une participation de plus en plus faible. De nombreux Algériens estiment que leur gouvernement reste corrompu et insensible à leurs besoins. Les années d'austérité budgétaire ont considérablement réduit les services publics en Algérie.
alimentant les manifestations actuelles et favorisant l'émergence du mouvement sécessionniste kabyle. Ces dynamiques internes ajoutent une couche supplémentaire de complexité à la relation déjà tendue entre le Maroc et l'Algérie. La région de Kabylie, située dans le nord-ouest de l'Algérie, est fièrement attachée à son patrimoine berbère et a connu des périodes d'indépendance ou d'autonomie tout au long de l'histoire. Le mouvement kabyle a traversé des hauts et des bas, alternant entre heurts violents et réconciliation pacifique. Actuellement, les tensions semblent s'orienter vers une escalade violente entre le gouvernement algérien et certains éléments du mouvement kabyle. Début août, une vague de chaleur intense a déclenché des incendies de forêt dans le nord de l'Algérie, dévastant des dizaines de milliers d'hectares. Les critiques reprochent au gouvernement algérien son manque de préparation, tandis qu'Alger affirme que la plupart des incendies ont été allumés intentionnellement et pointe du doigt des organisations basées en Kabylie. Plusieurs groupes kabyles ont déjà été désignés comme entités terroristes, mais la situation pourrait être plus complexe que la version officielle ne le laisse entendre. Bien que spéculatif, le fait que plus de 30 soldats algériens soient morts en tentant d'éteindre ces incendies pourrait indiquer que de petites escarmouches entre séparatistes kabyles et troupes algériens ont déjà eu lieu. Quoi qu'il en soit, à la mi-août, l'Algérie a accusé le Maroc de complicité dans ces incendies de forêt et de soutien actif aux séparatistes kabyles, exacerbant ainsi les tensions déjà vives entre les deux nations. Le Maroc a effectivement exprimé de manière claire et publique ses opinions sur la Kabylie, tant dans le passé que récemment, mais il reste incertain si ce soutien a dépassé le cadre verbal. Il est possible que le Maroc considère le soutien à la Kabylie comme une juste rétorsion contre l'intervention algérienne au Sahara occidental. Quoi qu'il en soit, l'Algérie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc, accusant ce dernier d'actions hostiles. Au final, un demi-siècle de conflits réciproques a profondément blessé l'Algérie et le Maroc. Les deux pays ont manqué des opportunités de leadership et de prospérité commune. Avec une population combinée proche de celle de l'Allemagne et des ressources naturelles stratégiques abondantes, notamment le pétrole brut et le gaz naturel en Algérie, les deux nations avaient tout pour réussir. Cependant, la croissance et le développement économique ont été sacrifiés sur l'autel de la rivalité autodestructrice. Si l'Algérie et le Maroc avaient trouvé des moyens de coopérer, les niveaux de vie dans les deux pays auraient pu être considérablement plus élevés. Malheureusement, les opportunités de progrès ont été perdues dans la quête incessante de suprématie régionale. Selon les données du Fonds monétaire international, le Maroc et l'Algérie comptent parmi les pays les plus pauvres du monde, se classant respectivement 125e et 109e. Bien que l'Algérie obtienne de meilleurs résultats dans la plupart des indicateurs, cet avantage est mince et s'évapore à mesure que les prix bas du pétrole continuent de peser sur les services publics du pays. La rivalité entre le Maroc et l'Algérie dure depuis si longtemps que les désaccords sont devenus une source permanente de propagande politique. En refusant de normaliser leurs relations, les deux pays externalisent souvent leurs contrats commerciaux vers des puissances éloignées comme les États-Unis, l'Arabie Saoudite, l'Iran et la France, au lieu de renforcer les échanges bilatéraux. La vie économique locale en souffre car presque toute l'infrastructure physique des deux pays est orientée vers la côte, favorisant les exportations plutôt que le développement intérieur. Cette situation freine le potentiel économique des deux nations, les empêchant de tirer parti de leur proximité géographique et de leurs ressources complémentaires, pour stimuler la croissance et améliorer les niveaux de vie. Une grande partie de l'Afrique fait très peu de commerce intérieur, et l'Algérie et le Maroc sont peut-être les pays les mieux placés pour sortir de ce piège. Cela était vrai il y a 60 ans, et l'est toujours aujourd'hui, mais cette potentialité n'a jamais été réalisée. Presque tous les aspects de la coopération ont échoué et les quelques avenues de collaboration restantes sont en danger de fermeture supplémentaire. Actuellement, les législateurs algériens envisagent de fermer l'espace aérien avec le Maroc et de fermer un pipeline algérien qui traverse le territoire marocain. Pendant ce temps, le nombre de troupes et de véhicules à la frontière commune augmente. Aucune de ces mesures ne bouleversera gravement l'équilibre des pouvoirs existants, mais elle rappelle que la rivalité entre le Maroc et l'Algérie est une vieille blessure.
La liste des griefs est longue et comprend la délimitation coloniale, les revendications irrédentistes, l'idéologie politique et une course aux armements pour l'influence régionale. Bien que les deux pays aient tenté de s'éloigner de leur passé, certaines vieilles blessures ne guérissent jamais vraiment et saignent à nouveau au moindre incident. Nous continuerons à explorer cette guerre et d'autres conflits dans les semaines à venir, alors assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé la cloche pour ne rien manquer. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à partager vos réflexions en commentaire ci-dessous. Cliquez ici pour visionner notre dernière vidéo concernant les tensions entre la France et la Russie. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt.